Eh bien alors, bonjour à toutes et à tous. En tant que secrétaire général de la CFDT Cadre, je suis heureux, ravi de vous accueillir pour cette conférence de presse pour un échange autour du livre Oser l'alerte, pardon, rédigé par Marie-Noëlle Auberger et Jean-Paul Boucher et préfacé par Marie-Lise Léon. Donc nous avons avec nous les acteurs majeurs de cet ouvrage, qui est en fait le fruit d'une longue histoire, à la fois au croisement de situations réelles, vécues par des cadres, par des salariés dans différents types de situations, en contact avec notre univers syndical, et puis aussi au croisement d'acteurs syndicaux engagés dans le registre de l'action syndicale sur ces questions-là, que ce soit le registre d'intervention au niveau mondial, mais plutôt européen et national, en tout cas en ce qui nous concerne à la CFDT Cadre. Je dirais que ce livre, pour l'avoir lu intégralement, est beaucoup à noter parce que je viens de prendre mes fonctions, donc il y a aussi une question d'appropriation du domaine, me parle beaucoup et je pense qu'il constitue c'est vous qui en jugerez, une sorte de cliquet. Une étape est franchie suite à la fois aux évolutions réglementaires, législatives en France et à l'international, et puis avec le travail d'accompagnement et de mise en perspective, donc pas de retour en arrière. Dans l'univers d'où je viens, puisque j'ai encore la charge de la présidence de la commission des titres d'ingénieur, qu'est-ce que ça a à voir avec mon univers qui est en cours, qui va bientôt se terminer? Tout récemment, le réseau des enseignants-chercheurs en sciences humaines et sociales des écoles d'ingénieurs, qui fait un colloque tous les 2 ans, intitulé son dernier colloque sur discernement et procédure. Donc, je suis intervenu sur le sujet des questions de discernement et en abordant ces questions d'alerte professionnelle. Et on peut se poser la question comment demain l'enseignement supérieur prépare les futurs managers, les futurs experts à maîtriser ces questions de responsabilité professionnelle et sociale. Et voilà, donc ça c'est juste une illustration sur un aspect sur lequel on a l'un des auteurs, en l'occurrence Jean-Paul Boucher aussi, a eu à mener, enfin dans son expérience professionnelle et syndicale, mener des interventions dans le monde de l'enseignement supérieur. On va voir que ces questions d'alerte professionnelle étaient au départ peut-être complètement en dehors de la fenêtre d'étudiants en école d'ingénieur, mais finalement quand on rentre dans le sujet, eh bien c'est tout à fait parlant. Alors ça croise aussi, cette longue histoire, elle croise des chantiers syndicaux en cours, des chantiers politiques autour du secret des affaires, de la négociation encadrement, de la directive européenne qui est toute récente sur les lanceurs d'alerte. Et puis ça croise aussi du travail syndical que la CFDT entend bien mener en labourant le terrain des entreprises et des administrations au mieux que nous pouvons le faire à partir des outils qui sont aujourd'hui la loi Sapin 2 et la loi sur le devoir de vigilance. Voilà, donc si cette matinée d'échange avec vous nous permet et vous permet de mieux comprendre les questions que les uns et les autres se posent et les registres d'action qui ont été choisis, eh bien, ce sera tant mieux. Sans attendre, je vais passer la parole peut-être à Marie-Lise pour commencer. Alors, je pense que l'idée est qu'il y ait un maximum d'échanges sur le contenu du livre. Alors, l'actualité est très riche et foisonnante, mais quelques mots sur cette articulation peut-être entre la Confédération et CFDT Cadre. Tu parlais, Laurent, d'un cliquet et d'une étape qui est franchie. Ce livre, je pense qu'il arrive à un moment... alors, quand on a eu... j'ai eu les premiers contacts quand l'idée a germé. Jean-Paul nous expliquera, le fera bien mieux que moi. Il y a une phrase qui m'a beaucoup interpellée et qui trouve un écho assez particulier aujourd'hui, qui était, quand il est question de cette question de l'alerte, une phrase qu'on entend beaucoup dans les entreprises, c'est beaucoup savaient, mais personne n'a parlé. Et cette question, elle est revenue à plusieurs reprises dans l'actualité depuis 1 an maintenant, que je crois que les travaux ont été initiés. Et que ce sont des travaux que l'on a menés conjointement, CFDT Cadre et
et la Confédération sur les difficultés que peuvent avoir dans l'exercice de leur travail des salariés lorsqu'ils sont confrontés à des dilemmes professionnels. Et cette question des dilemmes professionnels, on l'a plus particulièrement creusée dans le cadre de la préparation de la négociation sur la fonction d'encadrement, sur laquelle je ne vais pas m'éterniser parce qu'il n'y a pas beaucoup de choses à dire. C'est une négociation qui a été ouverte, je dirais symboliquement, fin d'année dernière, puisqu'il fallait qu'elle démarre avant le 31 décembre 2017, qu'elle a démarré le 21 décembre, donc on a eu chaud, et qu'il y a, pour des raisons diverses et variées, des difficultés d'une part, à réaborder la question de la négociation nationale interprofessionnelle, ce qui ne nous a pas empêché, et je crois qu'on a travaillé conjointement, CFDT Cadre et Confédération, pour préparer cette négo. CFDT Cadre avait travaillé de façon très approfondie sur le manifeste des cadres, qui était un ensemble revendicatif sur la fonction d'encadrement, dans lequel il y avait cette question de comment répondre syndicalement, trouver des solutions pour les salariés qui sont face à des dilemmes professionnels. Et c'est un fil que l'on a tiré en revendiquant. Alors on a 5 grandes propositions. On les a reprises de façon très synthétique dans un argumentaire qui est reconnaître la fonction cadre qu'on avait remis et envoyé à tout le réseau de nos journalistes. Donc si vous ne l'avez pas eu, on vous le communiquera bien volontiers. Et donc l'une des 5 propositions majeures qui était, outre le fait de travailler sur les questions de qualité de vie au travail, il y a la question de l'expression de l'encadrement sur son lieu de travail et l'accompagnement syndical qui peut être fait autour de cette liberté de parole, liberté dans un cadre qu'il faut néanmoins définir, puisqu'on voit dans le cadre de la transposition du droit du secret des affaires qu'il y a, si tout n'est pas secret dans l'entreprise, il y a des informations confidentielles. Donc c'est quel équilibre on trouve dans les entreprises en regard de ce qui est de l'ordre de l'information qui peut être utilisée et de ce qui est classé ou considéré comme secret. Donc je me disperse un peu. La négo-encadrement, on a tiré ce fil de la question du droit à l'éthique professionnelle. Donc ça, c'est une de nos revendications que l'on a portée une première fois, puisqu'il y a eu une séance véritablement de négociation. Les 2 dates suivantes ont été annulées. Nous n'avons pas toujours de date de prévue pour la CFDT. C'est important qu'il y en ait une au mois de juin, donc avant l'été, parce qu'il y a un enjeu de terminer la négo avant la fin de l'année et qu'il faut qu'on puisse avancer. Le deuxième point d'actualité, c'est effectivement, Laurent, tu en parlais, c'est la transposition de la directive européenne qui a eu un premier passage à la fois à l'Assemblée nationale fin avril et au Sénat, qui doit passer en commission mixte paritaire le 17 mai, sur lesquels on a un certain nombre de modifications et d'amendements. Donc on travaille en lien avec le Parlement, des sénateurs et des députés, puisqu'on a un désaccord de fond sur cette transposition de la directive qui doit être faite avant le 9 juin 2018, qui est que la transposition européenne, contrairement à la transposition dans cette proposition de loi, n'est pas dans l'esprit de la directive européenne. Elle considère que le secret est la règle et que les libertés sont des dérogations, donc ce qui est à l'inverse de l'état d'esprit de la directive européenne, et qu'il y a, de notre point de vue, un risque dans l'exercice de certains métiers, comme les journalistes, et de certaines fonctions, notamment pour les représentants du personnel, puisqu'il y a des éléments qui étaient présents dans la directive européenne qui ne sont pas repris, et qui, la directive européenne reprécisait bien qu'il devait y avoir
le respect de l'information, de la consultation, de l'utilisation et de la divulgation d'informations dans le cadre des mandats de représentants du personnel. Et puis, voilà, donc ça c'est dans notre cadre d'action confédérale, on a, nous, beaucoup pesé pour essayer de faire passer des amendements sur cette question de la représentation collective du personnel et sur la question de la liberté également d'expression des salariés eux-mêmes, puisqu'il y a un certain nombre de dispositions qui sèment le doute sur les éléments qui pourraient s'appliquer après cette proposition de loi. Donc, on fait notre travail auprès des parlementaires et puis donc en espérant que la commission mixte paritaire, le 17 mai, retienne un texte amendé dans le sens que l'on souhaite. Un petit mot sur... dans ce contexte-là, il ne s'agit pas d'avoir uniquement une action du point de vue de la Confédération, de la CFDT cadre, notre fédération Conseil Communication Culture également très investie auprès des journalistes. L'idée, c'est aussi, avec ce type d'ouvrage, d'avoir des débats en interne sur quelles sont les problématiques que rencontrent les salariés, quelles sont les problématiques que rencontrent les représentants du personnel. Donc l'idée, c'est qu'on a un Conseil national confédéral la semaine prochaine. Ce livre sera diffusé largement auprès des responsables. Et puis c'est après, petit à petit, essayer de faire tache d'huile et proposer et être disponible pour que des débats avec des adhérents, des militants, des salariés puissent se nouer autour de cette question et de cet enjeu de sortir du silence au travail, puisque c'est le sous-titre de cet ouvrage. Que Jean-Paul va maintenant vous présenter de façon synthétique mais passionnante, assurément. Merci Laurent et merci Marie-Lise. On fera l'exercice à deux voix, mais avec Marie-Noël qui répondra aussi à un certain nombre de questions. Marie-Lise disait que c'était un sujet particulièrement d'actualité. C'est vrai, quand on a... Bon, l'écriture d'un livre, c'est toujours une aventure. Il y a un an, lorsqu'on s'est posé la question, on se disait c'était déjà un sujet vraiment d'actualité, puisqu'il y avait la loi Sapin 2. Mais là, on voit bien, on était dans une loi française, mais en même temps, le sujet, il n'est pas que français. On voit bien qu'il y a de la production de normes et de droits au niveau européen. La preuve, c'est qu'il y a un certain nombre de directives. Il y en a une, là, on parle de la transposition de la directive sur le secret des affaires. C'est qu'il y en a une autre qui va renforcer quelque part la protection également des lanceurs d'alerte, qui est soutenue aussi par les organisations syndicales européennes, et en particulier par Eurocadre. Donc on voit bien tout cela est à la fois d'actualité, et puis en même temps, j'ai presque envie de dire, c'est déjà une longue histoire. Parce que la première fois que personnellement j'ai été sensibilisé à ces questions, c'était à Singapour, et c'était en 2000, donc vous voyez, ça fait 18 ans. Et c'était la première fois que le syndicalisme au niveau international commençait à se préoccuper de la question de la liberté d'expression au travail, et donc de la capacité de parler, la capacité d'alerter. Alors à l'époque, il y avait, je veux dire, essentiellement un public de représentants, je dirais, des ingénieurs et des cadres. Non pas que ça ne concerne pas tous les salariés et tous les travailleurs, mais c'est vrai que ceux-là sont quand même les premiers exposés à ces situations, on va dire, de dilemme professionnel ou de dilemme éthique. Et à l'époque, ça s'était tout simplement concrétisé par, même pas une revendication, mais la production d'un code d'éthique, de déontologie et de responsabilité professionnelle. Premier pas. 2005 à Melbourne, on est 4 ans plus tard, là, on voit émerger dans le syndicalisme international pour la première fois une revendication autour du droit d'alerte. Et puis progressivement, nous on parle même après de devoir d'alerte en certaines circonstances, mais on parle pour la première fois de droit, et qui dit droit dit une protection, évidemment associée à ceux qui vont lancer l'alerte. Tout cela va faire son petit bout de chemin, et je ferme tout de suite les parenthèses, mais quand vous êtes à Yaoundé, en présence de 40 organisations, ONG, organisations syndicales, dans un pays marqué fortement par la corruption, vous imaginez que ces questions, elles sont omniprésentes. Hein. Yaoundé, en 2007, lorsque nous, on prend cette initiative, avec toutes ces organisations d'Afrique francophone, le sujet, il monte en puissance. Donc on se réjouit qu'à un moment donné, au moins au niveau de l'espace européen, il arrive effectivement la question des whistleblowers, hein, de ceux qui sifflent, va arriver effectivement, j'irai au Parlement, va arriver ensuite devant la Commission, et puis tout ça va donner lieu effectivement à une production de textes. On voit bien aujourd'hui, je veux dire, Marie-Lise l'a dit, la question c'est une question de fond qui est une question d'équilibre.
Hein, on voit bien entre... tout peut être secret, à la limite, dans les entreprises. Alors autant on peut comprendre que pour des questions de compétitivité, il va mieux effectivement protéger un certain nombre de choses que l'on considère comme confidentielles ou secrètes, mais enfin de là à ce que ça devienne la règle et que finalement la liberté d'expression des salariés devienne effectivement l'exception, ça c'est pas supportable. Alors, c'est pas simplement une question de droit. Lorsqu'il y a eu la préparation de la loi Sapin 2, et puis j'arrive au livre, mais j'ai la commission qui était en charge de la préparation de la loi, à la fin de l'audition des organisations syndicales, ils ont dit merci de ce que vous nous avez dit parce qu'on pensait que c'était simplement une affaire de droit, donc une affaire d'avocat, une affaire d'expert. Vous êtes en train de nous expliquer que c'est d'abord une affaire d'acteurs au quotidien, des salariés, des travailleurs, des fonctionnaires, et que quand ils sont confrontés à ces situations-là, eh bien aujourd'hui, force est de constater, on l'a vu à travers le livre et à travers tous les témoignages qu'on a recueillis, on a des personnes, des individus qui sont en situation d'isolement. C'est souvent la double peine, la triple peine, même parfois, je vais y revenir. Et ça nous a donné envie non seulement de capitaliser sur tout le fruit de cette expérience au niveau international européen, mais on s'est dit, bon, Irène Frachon, oui, la fille de Brest, oui, il y a tous les cas qui ont été très médiatisés, mais pour combien de salariés, combien de fonctionnaires, combien de travailleurs au quotidien qui sont confrontés finalement à ces situations? Il y a ceux qui parlent, il y a ceux qui ne parlent pas. On dit sortir du silence au travail. Pourquoi? Parce qu'on voit bien qu'il y a des complicités. Il y a une espèce d'omerta autour de ces questions aujourd'hui. Donc on est encore loin, quelque part, je dirais, d'avoir libéré la parole, effectivement, au travail. Tout ne doit pas devenir secret, tout n'est pas confidentiel. Ce que l'on a constaté, c'est qu'il y a ceux qui ont témoigné de ce qu'ils avaient fait, et puis il y a ceux qui nous ont dit on n'a pas osé. Et je reviens sur le titre. Parce que cette première étape, elle est capitale. C'est-à-dire que la qualité des appuis que vous allez avoir, que vous soyez journaliste, que vous soyez, je dirais, ingénieur en informatique, et quelles que soient les professions, ça va beaucoup dépendre de cela. Et alors donc, quand je disais c'est une aventure, il faut effectivement avoir... Enfin, nous, ce qui nous importait, c'était d'avoir aussi une bibliothèque de cas, donc de témoignages. On en a vu une trentaine, et avec Marie-Noël, on s'est dit, mais ça ne suffit pas, quoi. On avait déjà des récits, on avait des recueils, mais on a voulu élargir, quelque part, entre guillemets, la base. Il nous fallait beaucoup plus de matériaux, donc on a fait une relance avec l'appui, effectivement, des réseaux syndicaux. Et là, effectivement, ça nous a permis d'avoir d'autres récits, d'autres témoignages, une grande pluralité, hein, venant des fonctions publiques, de tous les secteurs, finalement, d'activité. Et ça, c'était pour nous très important, parce qu'il y a des éléments d'analyse, évidemment, dans le livre, hein. On dit quel est le dénominateur commun de tous ceux qui sont confrontés à ces situations. Et c'était important qu'on ait un public plus large. Il fallait, quand on dit que c'est une aventure, non seulement il faut un contenu, il faut trouver un public, il faut trouver aussi un éditeur. Donc on l'a fait effectivement en lien avec les éditions de l'atelier, ils sont représentés ici. Mais là, plutôt que ce soit moi qui le dise, je vais leur laisser la parole pendant quelques secondes pour dire pourquoi eux, ils ont souhaité soutenir ce projet et pourquoi est-ce qu'ils ont souhaité soutenir cette aventure. Alors oui, je vais vous dire juste brièvement, donc... pourquoi on a souhaité soutenir Oser l'alerte, et on est très heureux d'avoir publié cet ouvrage, c'est que ça correspond aussi à des préoccupations que nous on a en tant qu'éditeurs, c'est donner la parole justement aux salariés, à ceux qui vivent réellement dans le travail, et pas uniquement sur les questions de fonction, être à l'écoute de ce qu'ils vivent et des problèmes qu'ils peuvent connaître. Et du coup, on a déjà publié un ouvrage donc, du coup, de la CFDT Cadre qui s'appelait Manager sans se renier en 2015. C'était aussi à l'écoute justement des salariés qui parlaient de ce qu'ils vivaient réellement au travail. Et ça donne la possibilité, pour nous, le livre, c'est vraiment un lien pour pouvoir débattre, pour pouvoir exprimer et ne pas rester seul. Parce que vous verrez dans le livre, il y a un problème, c'est quand même la solitude du lanceur d'alerte. Et dans pas mal de dilemmes professionnels ou des questions, c'est souvent essentiellement cette question qui fait qu'on n'ose pas parler, ou quand on commence à parler, justement, la difficulté, c'est qu'on est de plus en plus isolé. Et en ce sens, je trouve que la CFDT a vraiment bien été pris cette question de façon importante. Et il y a eu un numéro qui avait été, si je ne me trompe pas, créé, qui s'appelle Dilemme Pro, qui était justement à l'écoute des salariés. Donc voilà, simplement pour dire que nous, on est très heureux d'avoir fait ce livre et que ça correspond tout à fait à ce que nous, on veut faire et publier. Voilà.
Bien, merci. Pour prolonger et ne pas être trop long, enfin, ce qui nous a beaucoup frappé, on a passé beaucoup de temps à écouter, bien sûr, à recueillir ces témoignages. Vous imaginez bien qu'à un moment, il faut d'ailleurs faire un certain nombre de coupes. Ils nous ont tous demandé l'anonymat. Tous. Non, mais c'est symptomatique quelque part. Évidemment, sauf quand il y a prescription. À la limite, moi j'ai été un lanceur d'alerte dans le domaine bancaire. Ça fait maintenant une quinzaine d'années. Moi je peux afficher mon nom, je peux afficher le nom de l'entreprise. J'ai aucun scrupule à dire qu'on était sur un fond complètement mafieux entre le président des caisses d'épargne espagnoles à l'époque, qui était aussi le président du comité international olympique. Ça ne me gêne pas du tout. Il n'y a pas de secret des affaires là. Moi je dis les choses très clairement. Par contre, ce que j'ai vécu effectivement il y a une quinzaine d'années, je me suis retrouvé tellement avec Marie-Noëlle dans les témoignages qu'on a recueillis. L'isolement. Parfois, l'isolement, il ne vient pas tout de suite. Il y a presque à la limite une sorte de reconnaissance, même vis-à-vis de celui qui ose une parole. On dit, oh ben, éthiquement, c'est presque exemplaire. C'est bien, quelque part. Mais ça va se retourner très très vite contre la personne qui ose si elle ne dispose pas effectivement de tous les appuis qui vont bien. Bien, donc isolement, parfois mis au placard. Moi, j'ai connu le licenciement. On me dit du jour au lendemain, écoutez, vous êtes un très bon professionnel, mais nous avons une divergence stratégique. C'est exactement les paroles, je dirais, de mon directeur général. Et je dis, ah bon, et alors, il se passe quoi? Ben, il me dit, à partir de demain, vous ne faites plus partie du personnel. Oui, demain matin. Et alors, pour la petite histoire, quand même, je la raconte, mais le lendemain matin, il y avait déjà quelqu'un à ma place dans mon bureau. Donc voilà, c'était très très dur, c'est violent. Parfois, quand je dis isolement, c'est isolement de la part, effectivement, des collègues. Ça peut se retourner aussi contre les personnes. Il n'y a pas toujours les appuis non plus de la part des organisations. On a été très transparent et on n'a pas caché non plus ces réalités-là dans le livre. Parfois, l'accueil par les organisations syndicales, il est un peu mitigé vis-à-vis de ces questions. Voilà, ça fait partie de la vraie vie, y compris par des salariés qui vous disent « Attendez, moi je suis représentant des salariés, je suis un salarié protégé, donc protéger c'est protection, donc protection, autant que l'alerte, elle passe par des salariés protégés. » On a entendu cela aussi. Voilà, ça pourra susciter un certain nombre de questions. Donc, isolement, mise au placard, parfois c'est beaucoup plus douloureux, c'est parfois, je veux dire, la souffrance, je dirais, psychologique, psychique. Il y a des situations de burn-out. Nicole Marie Meyer, qui est maintenant responsable de ces questions à Transparency International, a connu ça aussi dans sa carrière professionnelle, avec le ministère des Affaires étrangères. Je veux dire, c'est souvent la double peine, parce qu'après, on vous oblige quelque part à partir. Donc, qui dit démission dit pas d'indemnisation de chômage. C'est pour ça que nous, on avait demandé d'ailleurs, dans une de nos revendications, le droit à la démission légitime pour ces publics-là, pour qu'il n'y ait pas la double peine, justement. Et je parle parfois même de la triple peine, donc on parle en toute connaissance de cause, parce que dans les témoignages qu'on a recueillis, il y a aussi, je dirais, l'isolement familial. Ça pèse tellement sur un collectif de proximité qu'à un moment donné, il y a des gens qui vous lâchent. Il y a un moment central dans le film La fille de Brest, pour ceux et celles qui l'ont vu, c'est le moment de l'appui du compagnon, du mari, la femme, là en l'occurrence, je dirais, c'est son conjoint. Mais s'il y a ce moment-là où elle a tout envie de lâcher et de tout abandonner, s'il n'y a pas cet appui de proximité, il n'y a pas d'affaire, Irène Frachon. Tout est enterré à ce moment-là. Donc c'est extrêmement important d'avoir les bons appuis au bon moment. Et ça, vous aurez beau avoir une loi, et je terminerai là-dessus, qui soit extrêmement protectrice, qui soit bien foutue, bien ficelée. Je veux dire, au quotidien, lorsque ça se présente, c'est sur qui pouvez-vous compter? Et c'est la partie 3 de ce livre, où au-delà des éléments d'analyse, on dit, mais sur qui vous allez pouvoir compter? Alors, on aimerait bien, et d'ailleurs les salariés dans l'enquête qui a été faite par la CFDT autour du travail, on pose la question par le travail. Hein, la hiérarchie, wow, c'est pas trop là-dessus qu'il va falloir compter. Nous, évidemment, on s'en satisfait pas. En tant qu'organisation de cadres et de managers représentant ces publics, on aimerait quelque part avoir, je dirais, des managers responsables, éthiquement responsables, socialement responsables. La réalité, elle est loin de ça, parce qu'il y a aussi ce lien de subordination. On est bien placé pour le savoir et pour en parler, c'est le lien avec la négociation, je dirais, sur l'encadrement. Mais ça pourrait être aussi les appuis venant effectivement de la part des élus, des représentants des salariés. Et puis parfois, lorsque la corruption est complètement organisée au sein de l'entreprise, on se disait aussi avec Marie-Noëlle, elle est presque instituée ou institutionnalisée, ben là, vous allez être obligé de faire appel effectivement à d'autres acteurs, défenseurs des droits, voilà. Et c'est pour ça que la législation, elle a prévu aussi tout un dispositif. Je terminerai en disant, et pour moi c'est peut-être le mot-clé, dans 10 ans, si j'avais un souvenir particulier, quelque part dans l'écriture de ce livre, il y a un vrai déficit de jeu collectif. Et c'est la qualité du jeu collectif qui permettra de sortir de l'omerta, qui permettra de sortir de l'isolement,
et qui permettra des issues positives, parce qu'on les a cherchées, les issues positives. On a même fait un double appel à témoignages pour recueillir des situations un peu positives où ça s'est bien terminé. Il y a un cas où, entre guillemets, on pourrait dire ça se termine bien, c'est celui qui est traité à la fin, où là on traite de bout en bout une situation de harcèlement sexuel dans une très grande ONG. Là aussi, je peux donner son nom, il s'agit de CARE. CARE, ça veut dire prendre soin. Ben, le directeur général, il n'avait pas franchement pris soin de sa directrice du contrôle de gestion. Hein. Voilà. Et il a fallu que ça se passe ici dans les bureaux en disant non, 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 je n'irai pas dans votre bureau. C'est vous qui allez venir dans mon bureau ici, dans une organisation syndicale, et vous allez vous expliquer. Alors là, il y a une bonne fin, parce que finalement, cette personne n'a pas eu la double peine. Il y a eu un repositionnement professionnel, parce qu'elle ne pouvait pas rester. Il y a eu une reconversion. Mais c'est presque un cas isolé, quoi. Donc aujourd'hui, il faut qu'on fasse péter tout ça. Une manière de faire péter tout ça, c'est de provoquer le débat, c'est de provoquer le dialogue. Et si un livre permet effectivement de contribuer à ça, eh bien, il aura pleinement rempli quelque part sa mission. Tout à fait. À la fin, on a une formule qui peut paraître un peu bizarre de premier abord, oui, pour nous, et quelque chose d'assez fondamental. On dit qu'il faut syndiquer l'alerte. Et syndiquer, ce n'est pas uniquement dans le sens passé par les organisations syndicales. C'est aussi ce qu'on appelle syndiquer. Le verbe syndiquer, c'est mettre ensemble, de préférence pour agir. Et c'est en ce sens-là Jean-Paul a insisté sur le fait que souvent l'alerteur, je préfère le mot alerteur à lanceur d'alerte, parce que lanceur d'alerte, il y a une définition juridique, etc. Et nous, les exemples qu'on a pris, c'est quelque chose de beaucoup plus large. Donc l'alerteur, très souvent, il est seul. Et pour ne pas être seul, parce que cette solitude, comme on l'a vu, peut conduire à des catastrophes, il faut qu'il trouve des appuis. Les collègues parfois, la hiérarchie pas très souvent, les associations, les élus du personnel, oui, ça arrive, mais d'une façon ou d'une autre, il ne faut pas qu'il reste seul. Et c'est pour ça qu'on dit, il faut d'une manière ou d'une autre, il faut syndiquer l'alerte. Alors, le premier dénominateur commun, c'est l'isolement. C'est quand j'utilisais ce terme-là. Alors, il y a une graduation, mais quand même, c'est frappant de dire à quel point ces personnes vont se retrouver dans une... Alors, il y a l'isolement avant. Je parle pas. Ça vous prend la tête. Hein. Comme disait Jean-Emmanuel Ray, dans la journée, la personne, elle est très occupée, mais la nuit, elle est très préoccupée. C'est ce qui empêche de dormir. Hein. Pour avoir vécu cette situation, je peux vous dire qu'il y a 2-3 mois qui sont compliqués. Hein. Vous ne dormez pas bien. Qu'est-ce que je fais ? Je dénonce cette relation mafieuse entre la maison mère et sa filiale à Monaco. Je dis qu'on est venu me chercher à l'aéroport de Nice en hélicoptère parce qu'on veut acheter quelque part mon silence. Vous avez envie de dire ça ? Vous savez très bien que vous allez être exposé finalement à toute une série de péripéties et de risques. Il faut être très fort dans sa tête pour surmonter ça. Mais j'ai envie de dire, même quelqu'un qui est très fort, il ne sera jamais un héros. On n'est pas des héros. Et c'est pour ça qu'il faut du jeu collectif. C'est pour ça qu'il faut syndiquer, comme on dit l'alerte. Donc oui, le dénominateur commun, c'est l'isolement. Alors l'isolement, déjà, là, on parle de l'alerte en milieu professionnel. Hein. Le livre ne traite pas des alertes citoyennes. On n'est pas sur les sujets de consommation. On est dans le milieu du travail. Mais le milieu du travail, c'est un milieu où il y a des rapports de force, où il y a des liens de subordination. Et puis, parfois, les gens, ils ne connaissent peut-être pas la loi, Sapin 2, dans ses détails, mais ils savent qu'il y en a qui ont osé, il y en a qui ont tenté, quelque part, d'alerter, et ils savent que ça ne s'est pas toujours bien fini pour eux, quoi. Hein, on a tous des exemples autour de nous, donc ça ne donne pas envie, ce n'est pas un facteur d'attrait. Et c'est pour ça que le dénominateur commun, il est là, c'est une souffrance. Hein, on a quand même, dans nos témoignages, Marie-Noël pourra aussi le confirmer, par moment, vous êtes en face à face ou vous êtes au téléphone, et au bout d'une minute, vous êtes obligé de respecter 30 secondes de silence. Tout simplement parce que la personne craque. Y compris quand c'est 4-5 ans plus tard, quand elle vous raconte ça. Parce que c'est tellement douloureux. Donc oui, il y a de la souffrance, ça fait partie des dénominateurs communs. Et puis après, quand je dis qu'il y a des graduations, c'est que ça peut conduire à un burn-out. On a des gens qui ont été en arrêt de maladie, mais des arrêts de longue durée. Donc on a toutes ces situations. Toutes ces situations.
la définition juridique du lanceur d'alerte, on l'a gardée, elle est dans la loi, elle est très proche de ce qu'il y a au niveau européen et international. Mais nous, quand on parle d'alerte au sens plus large. Ce qu'il y a aussi, c'est qu'il faut bien savoir que la plupart, enfin quasiment tous les exemples qu'on a sont antérieurs à la loi Sapin. Donc, il ne peut pas y avoir... les gens n'ont pas respecté les procédures de la loi Sapin 2 puisqu'elles n'existaient pas. Donc, ils sont passés par d'autres canaux, d'autres sujets. Et alors, la question se pose, normalement, lanceur d'alerte, c'est quand il y a atteinte possible à l'intérêt général. Mais qu'est-ce que l'intérêt général? C'est général de quoi? Dans quel... est-ce que c'est la planète, l'Europe, la France, l'entreprise? Est-ce que une façon de faire qui va éventuellement conduire à la fermeture de l'entreprise parce qu'on fait la direction ou une personne fait qui a un rôle clé fait n'importe quoi, risque de conduire à la fermeture de l'entreprise et donc au chômage des gens, etc. Est-ce qu'il y a intérêt général ou pas? C'est une véritable question. La définition de l'intérêt général est quelque chose qui est... Il y a des définitions dans le Conseil d'État, données par le Conseil d'État. On les a d'ailleurs, on les a mises, il me semble. Il est important de définir et qu'à la limite, chacun se définisse quel est l'intérêt général et à ce moment-là, lequel s'applique. On peut dire, là, pour compléter, ce qu'on s'était partagé, évidemment, c'est beaucoup de temps de recueillir les témoignages, de rencontrer les personnes. Il y a des motivations qui sont effectivement plurielles. Il y a ce sentiment d'une profonde injustice. Donc, je ne peux pas laisser ça sous silence, mais ça veut dire que là, j'ai déjà quelques capacités pour oser, précisément. Il y a souvent ce réflexe, ah oui, mais il y a un vrai risque pour l'entreprise. Donc, ce n'est pas simplement ma personne. C'est que je vois bien que si je ne parle pas, alors ça peut être un risque environnemental, ça peut être un risque chimique, ça rejoint toutes les questions de devoir de vigilance d'ailleurs, mais ça peut être tout simplement un risque financier, alors évidemment tout ce qui est fonds de corruption, donc quelque part je sais que ça peut avoir une forte nuisance, là on n'est même plus sur l'intérêt général, c'est parfois la pérennité de l'établissement, la pérennité d'une entreprise tout simplement, mais ça on a senti qu'il y a des gens qui sont attachés, alors ils sont attachés à quoi? Ils sont attachés à deux choses, c'est ce qui motive souvent le fait qu'ils vont oser. Il y a une conscience, le cas de conscience, l'éthique personnelle. Mais quand on dit éthique en France, on ne dit pas éthique de l'autre côté de l'Atlantique. Attention, ce n'est pas la même chose. Je veux dire, la loi Sarbanes-Oxley, pour ceux qui ont suivi toutes les péripéties, je dirais après l'affaire Enron, la façon dont les Américains ont traité ces questions d'alerte éthique n'est pas la façon dont l'Europe, la Commission européenne et le Parlement se sont saisis de ces questions. Donc on voit bien, il y a un mélange d'ailleurs entre éthique personnelle et morale. Là, nous, on est bien sur des questions d'éthique au sens je suis attaché à un certain nombre de choses, y compris un certain nombre de valeurs. C'est tout un registre déjà qui va motiver. Il y a celui de la déontologie professionnelle, il y a des règles du métier. Moi, lorsque j'ai été lanceur d'alerte, j'étais directeur des systèmes d'information. Il y a des règles communes à des professions. Là, vous êtes en train de me demander de signer en bas d'une page, je veux dire... il faudrait que je signe un accord comme quoi je suis prêt à lancer ce projet, alors que je sais très bien, j'ai fait toutes les contre-expertises, c'est une anomalie, c'est un non-sens professionnel. Ça va conduire l'entreprise dans une situation à risque, ça a été le cas, puisqu'il y a eu quand même un licenciement, un plan social, donc mais j'avais raison trop tôt. Sans doute parce que 3 ans après, quand j'ai croisé le directeur général qui m'a licencié, d'abord il a changé de trottoir, donc j'ai fait la même chose que lui, j'ai changé de trottoir, bah oui, tant qu'à faire, et là il m'a dit, oui monsieur Boucher, vous aviez raison trop tôt. Ben oui, j'avais peut-être raison trop tôt, mais enfin le résultat il était catastrophique quand même. Donc voilà, il y a ce souci quelque part, il y a des règles du métier. Voilà, Irène Frachon, il y a des règles du métier, très clairement. Donc il y a de la déontologie professionnelle, et puis parfois éthique, déontologie et tout simplement responsabilité, parce qu'au titre de ma responsabilité professionnelle, attendez, c'est pas simplement, je dirais, d'être dans la subordination. Les entreprises, elles n'ont pas besoin de managers BA, quoi.
Au contraire, celles qui s'en sortent le mieux aujourd'hui, c'est celles qui ont des gens qui sont innovants, qui sont créatifs, etc. Donc c'est tout le contraire de ça. Oui, il y a un autre exemple aussi, c'est de responsabilité professionnelle. C'est dans une petite entreprise, sous forme association qui fait de la formation, et on demande il y a un responsable administratif qui est embauché et qui se rend compte que la direction, les deux directeurs cotisent aux ACDIC à l'époque. Et il dit, bon, ça, vous êtes dirigeant, donc vous ne pouvez pas être licencié par vous-même, vous n'entrez pas dans le truc. Donc, j'écris aux ACDIC en leur expliquant etc. Bon, les ACDIC remboursent les cotisations, etc. 2 ou 3 ans après, la société a des difficultés, il y a des querelles internes, un des dirigeants s'en va, et l'autre dirigeant dit maintenant moi je ne suis plus directrice générale, mais je deviens directrice pédagogique, et ma nièce, qui était directrice pédagogique, devient présidente de l'association, mais tu nous remets les ACDIC à toutes les deux, enfin tu les lui laisses et tu me les remets, parce que comme la boîte va mal, il faut se prémunir. À ce moment-là, le gars dit, mais c'est absolument impossible. J'ai engagé il y a 3 ans ma responsabilité vis-à-vis des ACDIC, parce que les dirigeants n'entrent pas dans l'assurance chômage, et maintenant vous me demandez de faire le contraire. Il n'en est pas question, c'est de ma responsabilité professionnelle, je ne peux pas. Et bon, il se fait virer, enfin, des trucs compliqués, etc. Mais là, on a aussi un exemple de responsabilité de déontologie professionnelle. C'est en tant que professionnel, responsable qui refuse. Et effectivement, ça lui coûte cher. Alors le texte est toujours insatisfaisant, puisque je crois qu'il s'est durci au Sénat, ce qui n'est pas vraiment une surprise. Et donc on attend la commission mixte paritaire En attendant la commission mixte paritaire qui doit se tenir le 17 mai, on a pris contact avec les parlementaires concernés pour continuer de peser et porter un certain nombre d'amendements. Alors, je ne vais pas tous vous les donner. On a suivi les travaux de la coalition. Il y a une coalition à la fois d'ONG et d'organisations syndicales qui a fait un certain nombre d'initiatives. Il y a eu une lettre ouverte à Emmanuel Macron, différents événements qui ont été organisés. Nous, on s'est beaucoup focalisé sur l'action auprès des parlementaires, et on a porté un certain nombre de points en se centrant sur la question en pointant l'inversion de logique, comme le disait tout à l'heure Jean-Paul. On est absolument opposé à considérer que le secret est la règle et la liberté d'expression, la dérogation, ce qui pose un certain nombre de problèmes pour les lanceurs d'alerte, les journalistes, les chercheurs, les représentants du personnel et les salariés. Donc nous, d'un point de vue confédéral, on s'est centré sur en demandant en proposant des amendements sur la question des représentants du personnel, et qu'il y ait un élargissement aujourd'hui du texte, puisqu'il prévoit qu'il y a que les représentants du personnel peuvent bien détenir certaines informations, ils peuvent être détenteurs légitimes de secret des affaires, mais il n'est pas du tout question de de l'utilisation de ces informations, ni de leur divulgation, ce qui peut être considéré comme une atteinte à leur exercice de représentants du personnel. Et puis il y a un autre point sur la question des salariés eux-mêmes, puisque la directive européenne prévoit qu'il y a que les salariés peuvent être considérés comme détenteurs légitimes de secrets dans le cadre de leur mission, des compétences qu'ils développent. Là, cet aspect n'est plus du tout considéré.
ce qui peut être un frein à la mobilité des salariés. Si on leur dit tout ce que tu as acquis comme information, comme compétence dans l'exercice d'une entreprise, tu ne peux pas l'utiliser dans une autre entreprise. Donc on considère que c'est une atteinte aussi à la mobilité des travailleurs, ce qui était un point très explicite dans la directive européenne. Je peux vous citer l'alinéa qui a été supprimé dans la transposition, dans la proposition de loi française. Bon, c'est assez divers. Bon, il y a un cas positif. Il n'y a pas que... C'est pas un livre déprimant, rassurez-vous. C'est pas déprimant du tout. Il est même encore plus positif, puisque c'est dans un service, il y avait des problèmes, etc. Et des gens se sont dit il faudrait faire quelque chose. Et ils sont allés voir un représentant du personnel, non pas dans le service, mais dans le service d'à côté, en se disant lui il n'est pas exactement dans le coup, il sera plus objectif. Et le représentant du personnel a instruit un peu l'affaire et est allé voir le chef de service en disant écoutez, il y a des choses qui marchent pas chez vous. Et le gars dit bon, d'accord. Mais est-ce que c'est vrai? Je voudrais entendre des gens qui sont là. Et il y en a un qui a dit oui, bon, moi je parlerai, j'expliquerai, etc. J'expliquerai qu'on a tous des problèmes avec un certain management, etc. Et après, le directeur qui avait pris l'affaire en main qui a fait sa propre enquête. Et à recadrer le manager déviant, si je puis dire, et pendant très longtemps, venait de temps en temps voir comment ça se passait, s'il n'y avait plus de problème, etc. Et là, c'est un exemple de traitement en interne, à la fois par un syndicaliste et qui s'adressait à la direction locale, qui a effectivement fait son boulot, a fait son enquête, etc. Mais je veux dire, les cas positifs, on n'en a pas eu tant que ça. Mais il y en a quand même. Et dans les autres canaux, pour répondre à votre question, alors, il y avait quand même déjà des alertes via, par exemple, les CHSCT. Mais ça, c'est relativement, on va dire, classique. On a vu aussi des alertes qui passaient par des associations professionnelles. C'était le cas effectivement une personne qui prenait un cabinet dentaire et qui s'est appuyé sur une association nationale. J'avais un autre cas qui ne figure pas dans le livre autour de la question de la protection des données personnelles, avant même, parce que là, tout est en train de... Là, c'est la révolution. Ouais. Mais il y a déjà quelques années, avec les recommandations de la CNIL, il y a une association qui s'appelle l'AFCDP, l'Association française des correspondants aux données personnelles, qui est une association qui vient en appui de ceux qui ont la responsabilité, alors qui étaient les anciens correspondants CNIL, ou maintenant, finalement, ceux qui ont déontologues ou qui auront la responsabilité. Donc là, on voit bien, on est autour des règles de métier. Donc le canal de l'association a parfois été un canal d'appui professionnel. Donc c'est pas négligé. Puis il y en a un, évidemment, mais celui-là, vous le connaissez tous, vous, autour de cette table, c'est le canal, effectivement, de la presse. C'est le canal, bien sûr, des médias. Alors, avec tous les cas de figure, ça peut être le début, quelque part, de l'engrenage de la violence, avec l'acharnement, sur la personne qui a osé aller alerter à l'extérieur, avant même d'en avoir parlé en interne. Donc la question, quand on dit sortir du silence au travail, on voit bien qu'elle pose la question de l'omerta en interne. Mais comme disait Manuel, lorsque vous avez une entreprise où tout est institutionnalisé ou institué, de cette manière-là, donc on est dans un environnement mafieux, et là je ne parle pas simplement de l'Afrique, il y a des cas de... Comme je dis l'Afrique, ça fait penser à des cas d'actualité, mais quelque part on fait quoi voilà, donc évidemment ça reste un canal aussi, d'expression, mais avec tous les aléas que ça peut comporter. Là, on n'est pas dans la syndication de l'alerte, nécessairement. Mais ça ne veut pas dire qu'il ne faille pas le faire. Quand je dis que c'est la qualité des dispositifs et du jeu collectif qui va faire la différence, je pèse bien mes mots. Oui, ça pose la question du tiers de confiance ou du référent, entre guillemets, qui est identifié
dans la loi Sapin 2, enfin, quel est son profil, quelle est la manière dont on peut le contacter. Le tiers de confiance, en l'occurrence dans l'exemple que tu évoquais, ça peut être un syndicaliste reconnu, etc., dans l'entreprise, mais pas partie prenante directe. Ça pose la question de ce que la loi Sapin 2 a confié, entre guillemets, comme mission aux ordres professionnels, où là, ça peut être à la fois positif si c'est quelque chose d'ouvert, ça peut être très négatif si on reste dans l'entre-soi. Je crois que c'est un des aspects qui est peut-être à regarder de près, hein, cette question des ordres professionnels. C'est quelque chose qui, pour nous, acteurs syndicaux, est tout à fait on va dire un dossier chaud. Voilà, et pour le vivre dans mon métier, dans mon autre métier sur la question des ingénieurs, enfin la question c'est est-ce qu'on enferme les questions dans une professionnalité étroite ou bien est-ce qu'on l'ouvre sur des interprofessionnalités, hein, si vous avez le temps de lire la presse du SGEN CFDT, dans sa dernière production, il y a un très bel article sur les dilemmes intermétiers. C'est-à-dire qu'en fait, à certains moments, je veux dire, la résolution par le métier ne passe plus. Il n'y a pas de point de sortie si on regarde que sa propre professionnalité, alors qu'on est sur des questions qui interpellent plusieurs professions. Donc c'est à la fois compliqué à gérer en interne, parce qu'on a plutôt le souci de s'organiser entre pairs qui ont des visions de métier convergentes, ou parce qu'on a une même histoire, mais dans un certain nombre de situations, elles sont de plus en plus, je pense, plus en plus répandues. On ne peut plus regarder les choses uniquement par le canal de son propre métier. Et ça pose la question de la formation initiale ou de la formation continue. On a le projet ici à la fois de revivifier notre dispositif Dilemme Pro, mais aussi de proposer justement une formation qui soit un peu plus individuelle, enfin dans un cadre collectif, mais une formation pour les personnes qui souhaitent plutôt être acteurs, ces tiers de confiance, etc. Soit dans le canal syndical, soit dans le canal professionnel. Je ne l'avais pas cité, mais c'est une partie de la réponse. Hein. Parce que Dilemme Pro, ça fait maintenant presque 10 ans. Donc c'est un service, au départ destiné aux adhérents et d'abord ceux qui ont fait le choix de payer une cotisation dans une organisation. On l'a ouvert de fait. Hein. Le cas qui est traité ici, ça passe par Dilemme Pro, celui dont je parlais tout à l'heure avec une ONG. La personne n'est pas syndiquée, elle va le faire après. Mais elle vient effectivement. Et le fait qu'on soit une organisation qui ne soit pas directement liée à la branche professionnelle, qui ne soit pas dans l'entreprise ou en périphérie de l'entreprise, quelque part, ça rassure. C'est un tiers de confiance. Donc, le premier rendez-vous, d'ailleurs, qui a lieu ici, dans ces locaux, la personne me dit, ça fait 2 ans que ça dure, vous êtes la première personne à qui j'en parle. Mais combien de fois on a entendu ça? Vous êtes, au bout de 30 secondes, hein, vous êtes la première personne à qui j'en parle. Alors là, on laisse passer un petit moment de silence. Mais ça veut dire que la question qui vient naturellement, mais vous en avez parlé à personne, vous n'avez pas pu en parler à vos collègues de travail? Non. À votre hiérarchie? Non. Vous n'en avez pas parlé non plus dans votre environnement personnel et privé? Non, j'ai pas osé non plus. J'ai pas osé. C'est vous dire la honte qui entoure parfois aussi ces questions. Hein, voilà, ça fait partie de la vie. Et donc, il faut à un moment donné que ça sorte. Donc c'est pour ça que les canaux sont des canaux multiples. Mais je disais, au bout de 30 secondes, souvent, c'est ce qui arrive. Et alors, ce qui vient, en général, pas longtemps après, dans les 2 minutes qui suivent, c'est qu'il y a un tel sentiment d'injustice. C'est la première fois que je peux en parler. Je vais me libérer en disant, mais tout le mal que je pense. Et là, on met tout de suite en cause des individus, beaucoup plus que des systèmes. J'insiste sur ce point-là. Parce qu'on aime chercher les coupables. Il est le responsable ou elle est le responsable. Eh oui, mais il y a parfois un système, une organisation qui a carrément créé les conditions pour que ça finisse comme ça. Et ça, quand on dit syndiquer, c'est aussi prendre le temps de cette mise à distance, c'est de prendre le temps de l'analyse pour questionner aussi les systèmes qui engendrent. Parce que sinon, les mêmes causes produisent toujours les mêmes effets. Et ça, c'est important aussi. Et la dernière chose qui est importante, c'est de mettre les choses un peu à distance. Parce que vous êtes en face de quelqu'un qui est parfois révolté. Et la présomption d'innocence, ça existe aussi, quoi. Donc, accuser tout de suite, il y a le temps de l'instruction. Alors nous, on n'est pas des juges, on n'est pas des hommes de loi, on n'est pas des avocats, mais on est des acteurs de proximité qui représentons aussi les salariés, qui mettons à leur disposition, je dirais, des appuis. Dans ces appuis, il y a la formation, et c'est vrai qu'il y a la formation initiale, mais quand elle ne fait pas tout, et elle ne peut pas tout faire, il y a aussi de la formation professionnelle, et le syndicalisme qui peut aussi apporter cet appui par la formation, c'est ce que fait le CREFAC, je veux dire aujourd'hui, ça nous semble extrêmement important. C'est-à-dire que ce service Dilemme Pro,
On sait qu'il peut concerner des milliers et des milliers de travailleurs aujourd'hui dans ce pays. On peut ajouter aussi que la voie hiérarchique ou du correspondant à l'intérieur de l'entreprise, ça peut parfaitement fonctionner lorsqu'il y a une pomme pourrie dans le panier. Mais quand la triche est systémique, bon, l'exemple bien connu, c'est les prothèses PIP. Tout le monde savait qu'il y avait des problèmes et personne ne pouvait aller trouver quelqu'un en disant « Ah, mais j'ai vu des choses pas bizarres, pourquoi on planque les matières premières quand il y a une inspection qui arrive, etc. » Et là, donc, quand soit la corruption, soit la triche est érigée en système, il ne peut pas y avoir de canal interne. Et donc, il faudra trouver un canal externe. Avec cela dit, le problème aussi, c'est que dans un cas comme celui-là, lorsque le scandale éclate, ça risque de liquider l'entreprise et donc l'emploi. Et on a eu des cas où il y a eu quelque chose de pas bien qui a été dénoncé, et la personne dénonciatrice, après, se fait engueuler par ses collègues. Oui, bon, bah d'accord, il trichait, il détournait un peu de pognon, etc. Mais il nous foutait la paix. Depuis que tu as mis ça sur la place publique, eh bien, le nouveau directeur, il nous oblige, il détourne pas d'argent, mais il nous oblige à bosser. Ah, c'est ta faute. Non mais. On a entendu ça. Comme on a entendu, ça fait des années qu'on était sur le fil du rasoir. Ça fait des années qu'on était sur le fil. Ça va peut-être vous rappeler d'ailleurs un cas bien particulier, mais AZF, on a entendu ça aussi à l'époque. Il se connaît bien, il était dans la fédération à l'époque concernée. Et là, ce que je veux dire, c'est que l'argument que met en avant Marie-Noëlle, c'est un argument qui était beaucoup utilisé par les employeurs, au nom de l'emploi. Attention. Et donc, on est toujours dans cet équilibre. Et on voit bien que là, c'est pas une loi aussi bien foutue qu'il soit. C'est ce qui a frappé, je dirais, ceux qui ont préparé la loi Sapin 2 quand ils nous ont écoutés. Vous nous ouvrez quelque part, vous nous faites découvrir des réalités quelque part dont on était un peu loin. Parce que en particulier, il y a des témoignages qui étaient trop longs, etc. Donc on n'en a mis qu'une partie et on a mis le reste dans un sous-site d'un site associatif dont je m'occupe. Donc vous avez ici l'adresse gestattentive.com, alerte au quotidien. Alors ça s'appelle pas Oser l'alerte, mais alerte au quotidien parce qu'il y a eu une petite confusion dans les titres à une époque, mais ça revient au même. Et où vous avez un peu il y a la présentation du livre et puis quelques compléments parce que là on n'est pas tenu par le nombre de signes. Donc vous pouvez aller voir. Et ça sera enrichi au fur et à mesure, éventuellement, par d'autres témoignages, d'autres analyses. Et il y a déjà des liens sur des tas de choses de la CFDT cadre, de la CFDT confédérale, et puis Transparency, et puis Eurocadre, et puis etc. Il y a une plateforme européenne aussi avec beaucoup de signatures autour d'Eurocadre, donc c'est pareil. Il y a un texte qui est en anglais, là, on ne l'avait pas mis dans le dossier pour ne pas trop le surcharger, mais qui fait partie aussi des informations qu'on mettra. Et puis, comme on disait, c'est qu'on va provoquer le débat, le dialogue, aller à la rencontre de sections, aller à la rencontre de salariés. Donc tout cela va nourrir et continuer d'alimenter, on va dire effectivement, toute cette base de données. Sur le site de la CFDT Cadre, vous trouverez, il est tout frais, l'encre est encore pas sèche, un argumentaire sur la loi Sapin 2 et le devoir de vigilance, donc pour accompagner finalement le travail des équipes syndicales dans les entreprises et dans les administrations, puisque dans les collectivités territoriales de plus de 10 000 habitants, il y a des obligations spécifiques à cette fonction publique. Donc ça, vous le trouverez dans la rubrique argumentaire du site de la CFDT Cadre. Il est aussi
Il y a aussi le lien, merci Marie-Noël. Voilà, et puis ce sera un outil qu'on distribuera au congrès de Rennes, puisqu'on valorisera aussi le livre pour l'ensemble des congressistes et des syndicats représentés. Absolument. Je crois que tous les regards se tournent vers moi. Je vais devoir conclure. Merci les camarades. Je pense que moi, je trouve que l'une des raisons pour lesquelles on a été aussi acteur d'un point de vue confédéral, c'est comme ça a également été évoqué par les éditions de l'Atelier. Je pense que le vecteur de la parole des salariés, la parole les témoignages sont des éléments extrêmement importants pour permettre de donner à voir et de faire prendre conscience d'un certain nombre d'éléments, de situations et de solutions qui peuvent être trouvées. Ce qui est extrêmement intéressant, c'est que ce support est un excellent vecteur de débat et de partage. Donc ça fait partie alors des ambitions, on en a beaucoup. Dans la période, on a le congrès qui arrive, mais on a un des enjeux du congrès et de la résolution de Rennes, c'est comment on redynamise aussi le débat et la démocratie interne à la CFDT. Et je pense que ça... on a eu plusieurs expériences de ce type, mais je pense qu'on a un véritable enjeu à promouvoir ce livre et à faire en sorte qu'il aille jusque dans les entreprises, dans les sections syndicales, pour qu'il y ait des débats autour de ces questions. Parce que on a quand même une spécificité à la CFDT, c'est que la CFDT est première organisation dans le privé, on est la première organisation chez les cadres, et qu'on a fait le choix il y a 50 ans, parce que le CFDT cadre a fêté ses 50 ans en fin d'année dernière, un peu plus de 50 ans maintenant, vous avez pris quelques rides depuis, on a fait le choix de ne pas avoir d'organisation à part pour les cadres. Et c'est un choix qui a été fait il y a 50 ans, alors je n'étais pas là, mais... qui me semble extrêmement intéressant et qui est une des, je pense, des singularités de notre organisation, c'est qu'y compris quand on aborde la question de l'alerte, ça n'est pas qu'une question de manager. Quand on aborde la question de l'encadrement et de la négo-encadrement, on l'aborde d'un point de vue d'un collectif de travail, de dire les cadres sont des salariés à part entière, mais qui peuvent avoir des conditions d'exercice de leur travail particulières dont il faut qu'on soit capable qu'il faut qu'on puisse prendre en compte, et donc d'adapter aussi notre syndicalisme à cette exigence et parfois des difficultés où dans une section syndicale vous avez des cadres et des non-cadres, et vous avez des salariés qui peuvent être en situation de lien de subordination et qui se retrouvent à débattre dans une section syndicale avec du coup l'ensemble de cette complexité, mais qui fait la richesse aussi de notre organisation. Voilà, donc c'est qu'une étape. Il y aura une diffusion auprès des responsables dans le cadre du congrès confédéral du 4 au 8 juin, au cas où vous ne seriez pas au courant, et qui fera l'objet, j'espère, d'un moyen d'essaimer et de pouvoir générer un certain nombre de débats en interne, et ça se prolongera bien entendu en septembre avec un certain nombre d'autres initiatives. Alors, on va passer le relais là auprès de nos responsables, et puis on va suivre le fruit de ces débats. Voilà. Merci de votre attention.